Bienvenue à toutes et tous pour cette troisième causerie inspirante proposée par l'UBO Open Factory. La troisième et dernière pour vous illustrer comment un Fab Lab et un laboratoire d'innovation au sein d'une université peut agir sur différents sujets. Là, aujourd'hui, c'est Adamou qui va vous présenter comment la fabrication numérique rentre au service du handicap. Vous allez voir que c'est une belle illustration de la question de la notion de prototypage, qu'est-ce qu'on peut prototyper grâce à la fabrication numérique, et aussi une illustration de la co-construction et la co-création avec les usagers pour créer des solutions qui leur soient vraiment bénéfiques et vraiment adaptées à leurs besoins. Donc, on part pour environ 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de présentation, et puis après, ça sera ouvert aux questions. Adamou, je te laisse la parole. Bonjour. Ah, je n'entends pas. Bonjour. Bonjour. Ah, ok, d'accord. Bon, donc moi, c'est Adamou, comme Sarah vient de le dire. Donc, je suis Fab Lab Manager à l'UB Open Factory et aujourd'hui, on va parler de la fabrication numérique au service du handicap. Donc, pour commencer, on va d'abord parler des Fab Labs parce que c'est dans ces lieux-là que la fabrication numérique se fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? En fait, dans un Fab Lab, on trouve donc des machines à commande numérique. Ça peut être des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, mais ça peut aussi être du matériel électronique. On a aussi des outils classiques, donc des outils ordinaires de bricolage. Mais on a surtout des personnes qui sont là pour accueillir, accompagner et permettre aux personnes qui viennent, aux usagers, donc d'être autonomes. Donc, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et c'est le monsieur que vous voyez là sur c'est Neil, donc qui a un nom aussi imprononçable, Neil Gershenfeld, qui est à la base donc de ce mouvement. Donc, il a lancé parce qu'il voulait qu'au niveau du MIT, qu'il y ait un espace ouvert et équipé pour que des étudiants puissent venir prototyper des projets. Et donc, le mouvement a pris de l'ampleur et aujourd'hui, il est implanté un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, les Fab Labs ont une charte. Vous aurez le lien, vous aurez la présentation et vous irez peut-être voilà, voir un peu en quoi consiste cette charte. Donc, c'est un peu pour réglementer l'utilisation des lieux, l'utilisation des outils et aussi ce qu'on produit. Par exemple, il est interdit d'imprimer, par exemple, des armes. Ça, c'est une des choses. Et là, je plante un peu le décor parce que on va parler en particulier donc, de l'UBO Open Factory, donc le Fab Lab de l'Université de Brest. Et comme vous pouvez le constater, nous nous intéressons à plusieurs thématiques, les arts, les matériaux, la technologie, le handicap, donc au niveau de la santé aussi. Donc voilà, bien sûr la mer, puisque nous, on est aussi en bordure de mer comme Abidjan, je crois, non? C'est ça, non? Yes. Voilà. Nos ateliers, donc quelques-unes de nos activités, donc notamment les formations et les ateliers. Là, c'est pour que vous voyez un peu l'ambiance, mais je pense que Sarah a déjà présenté l'ambiance, elle a déjà montré un peu. Vous voyez comment c'est convivial et tout. Et puis, Rachel, elle se rappelle un peu, donc. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, pour dire que vous êtes tous invités, c'est quand vous voulez, hein. Vous venez. Mm. Donc, on va aller sur, voilà, comprendre ce que c'est que la fabrication numérique. Donc, c'est l'ensemble des technologies qui permettent de concevoir et de fabriquer des objets physiques à partir des fichiers numériques. Donc, on va aller dessiner notre objet sur un logiciel. Donc là, j'ai mis quelques logiciels sur lesquels on travaille et quelques machines aussi. Vous avez donc des imprimantes 3D, des découpeuses laser, vous avez Arduino et Raspberry, là pour la petite électronique. Et
Pour, donc, pour la modélisation 3D, nous avons Tinkercad qui est vraiment très intuitif et qui permet de faire une première entrée. Et après, nous utilisons beaucoup Fusion 360. Et nous avons Inkscape que nous utilisons pour faire du 2D, donc du dessin 2D. La fabrication numérique donc, permet la production rapide, locale, personnalisée et ça permet aussi le réemploi. Là, vous voyez quelques tabourets qui sont faits en plastique recyclé, par exemple. Et ça, c'est fait ici même à l'UB Open Factory. Le pouvoir d'agir, c'est ça le empowerment. Et ça permet aux personnes en situation de handicap de venir aussi dans ces lieux-là et de pouvoir être des chefs de projet. Voilà, donc DI, démarche participative, partage, do it yourself, ça c'est un peu le slogan des Fab Labs. Do it yourself, mais tu ne le fais pas tout seul quand même, tu fais avec les autres aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et quelque chose de vraiment fort. Donc, apprendre par le faire. Apprendre, mais faire aussi des objets qui sont réparables et qu'on peut améliorer. Donc, ça, c'est vraiment une des choses primordiales dans les Fab Labs. Donc, co-conception centrée utilisateur, faire avec les autres et non pour. Faire avec et non pour. Parce que là, on parle des personnes en situation de handicap et très souvent, on a tendance à dire on va faire des choses pour eux. Alors que là, dans les Fab Labs, dans les Human Labs, parce que c'est les Fab Labs qui s'occupent donc du handicap, on fait vraiment avec la personne. Donc, il y a une méthodologie aussi qui est itérative, c'est prototypage, test, amélioration. Donc, on prototype, on teste, on voit ce qu'il y a à corriger. Et si la personne en situation de handicap valide, eh ben, on a tout bon. Mais c'est aussi un lieu dans lequel on a droit à l'erreur. Donc, communauté hybride, c'est parce que, en fait, c'est ouvert vraiment à tous. Donc, personnes en situation de handicap, aidants, familiaux, professionnels de santé, les makers, bien sûr, et designers. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de distinction d'âge, distinction de sexe, tout le monde est là. Et l'open source, justement, parce que tout ce qu'on produit, on le partage. Voilà. Par contre, il est vrai qu'il y a la possibilité de mettre aussi sur le marché, si on crée quelque chose et qu'on a envie de le mettre sur le marché, on peut le faire. Donc, il y a des plateformes de partage comme GitHub, il y a Thingiverse, il y a le wiki. Et les wikis, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types là. On nous a mis le Wikifab, mais il y en a plusieurs. Vous voyez un peu comment le travail se fait avec vraiment les personnes en situation de handicap, très impliquées sur la conception ou la création donc, des aides techniques dont ils ont besoin. Cette approche donc place l'utilisateur au centre du processus et c'est ce qu'on voulait donc faire avec et pas pour. Ce qui a amené à un moment donné à la création des Human Labs et des Rehab Labs. Donc les Human Labs, c'est un réseau international, donc une quinzaine donc, de Fab Labs, dont notamment des Fab Labs en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, par exemple, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, je crois, voilà, font partie donc du réseau. Donc maintenant, il va falloir voir en Côte d'Ivoire quel Fab Lab s'intéresse à la question du handicap pour que rapidement ils puissent intégrer le réseau. Le Rehab Lab. Donc, les Rehab Labs, c'est dans les centres médico-sociaux. En fait, ils ont aussi des petits Fab Labs, ou ils ont des Fab Labs, donc ils arrivent à imprimer à faire des impressions 3D, donc sur mesure, pour des personnes accidentées qui
avant de repartir chez elles, ont peut-être besoin d'une aide technique pour pouvoir continuer, soit à jardiner, en tout cas à faire une activité qui leur plaît et qu'ils faisaient avant de perdre un membre ou quelque chose d'autre, enfin, ou la possibilité donc de refaire l'activité qu'ils avaient avant. Donc, c'est ça aussi. Des outils, donc à travers ça, on arrive à créer des outils pour améliorer le quotidien. Donc, des personnes en situation de handicap, bon, ça peut être des outils, ça peut être des jeux, ça peut être des moyens pour pouvoir aller avoir un accès à la mer aussi. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a une adaptation qui est faite là sur une béquille pour une personne qui a perdu sa main et qui devait utiliser une béquille parce que aussi handicapé quelque part. Ce qui fait la difficulté avec les béquilles classiques, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Donc, du coup, on a dû faire un moulage de ce qui lui reste de son bras. Et avec ça, on a après fait un scan, puis imprimé en 3D. Et comme ça, lui, il passe sa main, il passe ce qui lui reste en tout cas de son bras dans le dispositif que vous voyez là en noir. Et comme ça, il peut utiliser sa béquille. Et pour ce qui est aussi l'image qui suit, on voit bien comment on travaille à rendre accessible, par exemple, juste ne serait-ce que des cuillères, des fourchettes, des couteaux, pour des personnes qui ont du mal à saisir des ustensiles classiques. Donc, il y a tout un travail qui est fait, d'abord avec de la pâte à modeler, avec des vis, avec des... Voilà, on essaie de voir comment est-ce que c'est possible de le faire. Parce qu'un premier travail a été fait, mais il s'est trouvé être que l'adaptation était très légère. Donc, ce qui faisait que la personne n'éduquait pas vraiment sa main à faire certains gestes. Donc là, le but était de lester un peu les cuillères. Donc, on a dû rajouter un peu de poids pour pouvoir le faire. Donc, on fait un premier moulage avec de la pâte à modeler. La personne tient la cuillère comme elle peut et après, c'est scanné puis imprimé en 3D. Cela dit aussi, il existe par exemple des plateformes comme Enable qui mettent à disposition des fichiers qu'on peut aller aussi euh, imprimer en 3D. On peut les modifier, on peut les ajuster parce qu'eux, ils ne font que des mains et des bras. Donc voilà. Et c'est purement mécanique, il n'y a pas d'électronique dedans. Et n'importe qui peut aller sur Enable et s'il a une imprimante 3D et imprimer une main pour quelqu'un qui en a besoin. Nous travaillons aussi beaucoup sur l'adaptation des jeux de société, ce qui nous permet là de faire des cartes de jeu en y mettant du relief et du braille. Et tout ça grâce à l'impression 3D. Les Rubik's Cube aussi, on transforme les couleurs par des formes. Donc voilà, on décide des formes qu'on imprime en 3D et on les met sur les différentes faces du Rubik's Cube et comme ça, les déficients visuels peuvent aussi y jouer. Voilà. Donc, il y a aussi un jeu de dames, comme vous pouvez voir. On a mis du contraste sur les pions. Comme ça, même les malvoyants se rendent compte que c'est des pions différents et ils peuvent jouer sans problème. Une des choses, en tout cas, à préciser, c'est que dans la création des jeux de société, il est toujours, en tout cas pour les déficients visuels, c'est bien de bien travailler le plateau parce qu'il faut qu'il réceptionne correctement les pions et que les pions ne tombent pas. Après, pour distinguer les pions aussi, on imprime des formes différentes et où on peut mettre des textures différentes pour que justement ils puissent retrouver leurs pions. Et après, il faut aussi penser au rangement, comme ça leur facilite les choses. Et il y a des dispositifs aussi d'accessibilité, comme vous pouvez voir là, un travail qui est fait sur une planche pour que justement une personne en situation de handicap puisse
et pouvoir aller aussi faire de la glisse. Et nous avons des plans aussi tactiles pour les déficients visuels sur lesquels on travaille beaucoup. Et vous avez aussi une représentation de porte là. C'est un prototype. Et donc, c'est une porte qui peut être, qui peut s'ouvrir rien que par son téléphone parce que si la personne n'a pas beaucoup de force dans les bras pour tirer sa porte, donc elle peut utiliser ce système-là. Et nous avons aussi travaillé sur la création d'une canne amphibie. Et c'est un projet qui est porté par une dame qui fait du longe-côte. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, le longe-côte, c'est fréquent. Mais en tout cas, elle aime bien marcher à la côte, et puis elle aime bien aller nager, tout ça. Et elle le fait tous les jours, quel que soit le temps qu'ils ventent, qu'ils peuvent et tout. Mais la difficulté qu'elle avait, c'est qu'avec les cannes classiques, c'était compliqué. Elle s'enfonçait dans le sable et dans l'eau, elle ne savait pas trop quoi en faire. Donc, du coup, on a mis un système de flotteurs qui fait que, d'abord, on a mis des embouts élargis, imprimés en 3D. On a aussi testé avec du recyclage plastique et ça fonctionne. Et ça lui permet donc de pouvoir marcher sur le sable sans s'enfoncer et les flotteurs lui permettent d'avoir un équilibre quand elle est dans l'eau. Et une fois vraiment qu'elle n'a plus pied, elle peut même les utiliser pour nager, pour faire des exercices, comme chez le kiné. Et aujourd'hui, ce projet, tellement elle est poursuivie et les gens lui demandent, à chaque fois qu'elle part les tester, les gens lui demandent où ils peuvent l'acheter. Donc, elle est en train de monter son entreprise. Donc, nous, on l'accompagne là-dessus. Et là, je pense que bientôt, elle va commencer à produire les kits. Donc, elle ne va pas vendre la canne, elle va vendre juste les kits. Et voilà. Donc, elle va pouvoir arrondir ses fins de mois. Nous organisons beaucoup de marathons créatifs. Donc, le Super Brest qui nous permet donc d'inviter les gens à repenser le Brest de demain. Des marathons créatifs autour du handicap, comme le handi hackathon ou le handi créathon. Nous participons aussi au marathon créatif de nos partenaires, comme le Fabricarium, qui est organisé par My Human Kit. Nous sommes aussi membres du réseau français des Fab Labs, donc nous sommes souvent sur le October Make. Donc là, notamment sur le challenge October Make, c'était aussi sur la partie handicap. Et on a participé à l'écriture d'un bouquin justement pour que les labs soient de plus en plus accessibles pour les personnes en situation de handicap. Et il est destiné normalement aux Fab Lab managers pour qu'ils puissent voilà, se rendre compte qu'en fait, il faut aménager l'espace pour qu'il soit vraiment accessible pour tous. Et d'autres marathons créatifs aussi qui se font un peu partout. Et, hop, je pense qu'on y est. Je vérifie l'heure. Donc là, j'ai mis quelques projets en vrac pour que vous voyez un peu l'étendue des choses sur lesquelles on travaille. La première image, c'est une adaptation qui est faite pour une personne qui n'a pas de main et qui voulait faire du vélo. Donc, d'abord, on a utilisé une sorte de plâtre pour pouvoir mouler la partie qui lui reste. Et puis après, on l'a scanné et imprimé en 3D et ça lui a permis de pouvoir faire du vélo. Et ce qu'elle ne voulait pas, la personne là, c'est qu'elle ne voulait pas quelque chose de fixe. Comme ça, même quand elle tombe, elle peut enlever son bras. Sinon, les dispositifs qu'on lui proposait, c'était vraiment de fixer le reste de son bras au vélo. Donc, quand elle tombe, elle ne peut pas se détacher de son vélo, quoi. C'était compliqué et dangereux. Donc là, pour l'accès à la mer aussi, il y a un porteur de projet qui a un fauteuil qui peut qui peut rouler sur du sable, mais aussi qu'il peut transformer pour mettre en fait sur un paddle et pouvoir faire de la glisse. Euh,
Il y a un travail qui est en train d'être fait, qui est fini même d'ailleurs, et c'est un vélo qui va produire de l'électricité pour que de l'énergie, en tout cas pour que les étudiants puissent charger leur batterie, leur téléphone. Et pour ce projet, donc, moi, je veille en tout cas là-dessus pour qu'il y ait une adaptation pour que les handicapés aussi, parce qu'il y en a pas mal à l'université, puissent aussi charger leur téléphone en pédalant avec les bras et pouvoir recharger leur téléphone. Donc, en fait, quand on pense à un projet, on pense aussi à comment l'adapter pour qu'il soit vraiment accessible à tous. Et je voulais aussi ouvrir une parenthèse sur Nicolas Huichet qui s'est fabriqué sa propre main. Il l'a perdu à 18 ans et il avait la trentaine. Quand il est tombé sur un Fab Lab, il a appris à utiliser les machines et puis il s'est refait sa main. Et maintenant, il serre des mains, il fait de l'autostop, et il joue à la batterie et tout. Voilà. Et il y a, vous voyez, le monsieur qui a la jambe qui brille là, qui émet des lumières. Bon, c'est un ingénieur comment ça s'appelle? L'entreprise Toulouse qui fait des avions. Hein? Airbus, voilà. C'est un ingénieur d'Airbus et qui voulait avoir une prothèse quand même customisée. Et voilà, maintenant, le produit. On a travaillé sur ce projet avec des partenaires à nous. à- et voilà, maintenant, il fait le beau gosse dans tout Toulouse. Et pendant Covid, vous vous rappelez de cette période? Donc, on a fait des distributeurs de gel low-tech avec donc du PVC, du plastique recyclé, des morceaux de bois et tout. Et juste à côté, vous voyez l'adaptation qui est faite aussi pour les personnes en situation de handicap. Parce que c'est important pour nous. Donc, avec des capteurs, une fois que la personne approche sa main, eh ben, elle a le liquide pour pouvoir utiliser aussi le gel comme tout le monde. Et on a un projet aujourd'hui, c'est le Fab Lab mobile, c'est le Blaise Fabribus. Et ce Fab Lab mobile est équipé donc de machines à commande numérique, des outils de bricolage et plein d'autres kits pour pouvoir aller au plus près des personnes en situation de handicap et les aider à prototyper, à créer des aides techniques et surtout des aides techniques qui n'existent pas. Ben, voilà, parce qu'on a constaté qu'il y a des besoins et sur le marché, il y a rien qui est proposé. Parce que effectivement, le handicap, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup à gagner là-dessus, quoi. Et, bien, en conclusion, nous pouvons dire que, en fait, innover vraiment pour tous, ce serait bien. Donc, tenir compte des personnes en situation de handicap, ce serait top. Ça permettra de réduire les inégalités donc par la technologie, de fabriquer aussi localement, durablement et ensemble. Ça, c'est important. Donc, la fabrication numérique, là, je veux avoir votre avis. Hein. La fabrication numérique, est-ce un levier pour vous d'inclusion? L'innovation n'est utile que si elle est partagée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Je pense que là, ensemble, donc faire et innover ensemble, là, vous avez un peu quelques projets sur lesquels on a travaillé et je vous remercie.